Un énorme bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session consacrée au point marché avec Carmignac, donc point mensuel sur l'actualité des marchés financiers en compagnie aujourd'hui d'Axel Pinon. Coucou Axel. Bonjour Imen, bonjour à tous. Voilà, donc comme d'habitude, nous allons donc de nouveau présenter l'ensemble des éléments autour des marchés financiers. En février, on a eu une nouvelle ambiance, hein, parce qu'on a eu des chiffres de l'emploi qui étaient très bons, on a eu une persistance de l'inflation, et donc les marchés se sont dit: «Bon, en fait, cet atterrissage en douceur, il nous paraît très compliqué, on pense que les banques centrales vont devoir monter plus les taux que ce qu'on anticipe», et du coup, les rendements des obligations souveraines sont repartis à la hausse et les marchés boursiers ont corrigé. Et puis on a eu le mois de mars, où là, on a vu apparaître des faiblesses au sein du secteur bancaire, ce qui a entraîné des fluctuations extrêmement importantes sur les marchés, avec une alternance de mouvements violents, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et si on regarde un petit peu plus en détail ce qui s'est passé sur le mois de mars, et on commence par les marchés actions, le principal, gagnant de ces marchés actions, ça a été la technologie américaine. On le sait, l'année dernière, la tech américaine a eu, une année extrêmement difficile, mais depuis le début de l'année, si on regarde l'indice Nasdaq, qui est un petit peu la référence, hein, au sein de la technologie, l'indice Nasdaq est en hausse de 20 depuis le début de l'année, parce que en fait, la tech américaine bénéficie de la détente des taux d'intérêt qu'on a eu et qui s'est accentuée au mois de mars, qui permet de réduire la pression sur les valorisations, cette même pression qui a fait la forte correction de l'an dernier. Donc une tech qui rebondit, et au mois de mars, la Chine qui rebondit aussi après quelques semaines qui avaient été difficiles. Le rebond s'est fait sur simplement les 2 dernières semaines du mois, grâce à des chiffres macroéconomiques qui ont été positifs et des annonces aussi positives de la part de géants de la tech, chinoise comme Alibaba et JD.com, qui ont annoncé des restructurations, le fait qu'ils allaient introduire en bourse, plusieurs divisions de leurs entreprises, et donc ce qui allait faciliter la lisibilité des investisseurs dans ces mastodontes de la tech, chinoise. En revanche, au sein des marchés actions, sans surprise, c'est les banques qui ont affiché, le plus fort repli, et on y reviendra. Si on regarde les marchés obligataires, c'est là où il s'est passé les choses les plus intéressantes. On a eu une volatilité record, et on y reviendra encore une fois dans la minute pédagogique, parce que ce qui se passe est vraiment exceptionnel. La crise bancaire qu'on a eue, elle n'a pas épargné les marchés obligataires. Les marchés obligataires n'avaient déjà pas été épargnés l'année dernière, et une nouvelle fois avec cette crise bancaire, ils se sont retrouvés dans l'œil du cyclone. Et au cœur de la crise, ce qui s'est passé, c'est que les investisseurs ont cherché la sécurité en se réfugiant sur les taux cœur, et notamment les taux courts, donc les taux à 2 ans, qui ont, eux, affiché les plus forts mouvements. Sur le crédit aussi, on a vu un écartement très, très, très rapide des primes de risque, mais dès que la crise bancaire a été rétablie, elles se sont resserrées aussi vite qu'elles se sont écartées, et donc ça a été un peu, de quoi rendre fous les investisseurs obligataires, au cours du mois de mars. Et l'autre grand gagnant de ce mois de mars, ça a été l'or. On a eu un fort rebond de l'or qui a été permis par d'abord la baisse du dollar, et ensuite par, l'évolution des taux réels américains. Donc voilà, un mois qui a été très difficile à lire pour les investisseurs, parce que les marchés, actions, obligations, et même orifères sont un peu partis dans tous les sens. Tu es en tu es en mute, Imen, je crois. Désolée. Oui. Du coup, on poursuit avec justement donc ta vue macroéconomique et notamment ton focus sur la transmission de la politique monétaire au sein de la zone euro. Oui, alors j'ai pris ici l'exemple de la zone euro. C'est aussi vrai, mais dans une moindre mesure pour les États-Unis. Mais c'est vraiment le sujet qui va nous obséder sur les prochains mois, savoir si ce resserrement monétaire a enfin un effet sur l'économie réelle, comme souhaité par les banques centrales. Donc ça fait 9 mois que la Banque centrale européenne a commencé à relever, ses taux d'intérêt, et effectivement, les effets de cette remontée des hausses de taux d'intérêt commencent enfin à se faire ressentir. On voit qu'il y a un mécanisme de transmission de la politique monétaire qui fonctionne, puisque ce qui se passe, c'est ce qu'on voit sur la partie gauche, hein, la hausse des taux d'intérêt pèse sur la croissance du crédit, ce qui pousse les ménages et les entreprises à épargner davantage, et donc à investir beaucoup moins. Mais ces effets, malheureusement, on les voit sur les marchés du crédit, mais on ne les voit pas encore sur l'inflation, qui continue, notamment en Europe, d'être alimentée par les salaires. Ça, c'est ce qu'on voit sur la partie droite du graphique.
Parce que ce qui se passe, c'est qu'en Europe, le moral des ménages, et on l'a vu surtout en France et en Allemagne, commence vraiment à souffrir d'une inflation qui est toujours élevée, hein. Sur l'inflation cœur, on est encore on tape encore des niveaux records et on s'attendant pas à une baisse de l'inflation cœur avant juin, juillet. Mais s'ils ont une baisse de morale liée à la hausse du coût de la vie, les Européens restent pour le coup très confiants sur le marché de l'emploi et donc ils continuent à négocier des hausses de salaire. Et c'est ça qui est le vrai danger pour la Banque centrale européenne. Parce qu'en fait, la BCE est en train d'assister à une forme d'indexation informelle des salaires sur la hausse des prix. Et par conséquent, le risque pour la Banque centrale européenne, c'est de voir un désancrage des attentes en matière d'inflation. Et c'est ça qui va amener la Banque centrale européenne à se rendre compte que, bah, en fait, ramener l'inflation à 2, eh ben, ils vont pas y arriver demain. Et donc, ils vont devoir maintenir un cycle de hausse des taux au risque de faire un resserrement excessif et bien évidemment au risque de peser sur la croissance long terme. Donc voilà, donc on pense que lié à ces hausses de salaire, la Banque centrale européenne a une fenêtre très courte pour continuer d'agir avant de voir des effets très négatifs comme on a pu les voir aux États-Unis. Et donc, ils vont devoir la saisir pour continuer leur hausse des taux avec au minimum 2 hausses des taux encore à attendre. Alors, passons à présent justement donc, à la minute pédagogique. Tu en as parlé tout à l'heure, qui concerne la volatilité et en particulier donc la volatilité donc sur à la fois les marchés actions et les marchés obligataires. Tu disais que la volatilité notamment avait été record sur le compartiment justement donc, des obligations. Oui, en fait, je voulais revenir là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas l'habitude de voir et qui a été vraiment marquant au mois de mars. Alors, si on repart sur la définition théorique hein, de la volatilité, la volatilité, c'est un indicateur de la dispersion des performances par rapport à la moyenne sur une période de temps donnée. Et on fait souvent référence à la volatilité en termes de degré d'incertitude ou de risque. Et ce qu'on fait, c'est quand on veut mesurer la volatilité, on a 2 indicateurs principaux en tant qu'opérateur de marché. Soit on utilise ce qui s'appelle le VIX, qui est utilisé pour la volatilité de l'indice S&P 500 et c'est l'indice de volatilité le plus connu sur les marchés. Et le VIX, il mesure, il agrège la volatilité implicite d'un certain nombre d'options put et call basées sur le S&P 500 et ça, Et c'est vraiment la référence. parfois on le surnomme l'indicateur de la peur, hein, c'est ça? Exactement. Et il y a un indicateur un petit peu moins connu, mais qui commence à faire beaucoup parler de lui, qui est l'équivalent du VIX, mais sur les obligations d'État américaines, qui s'appelle l'indice MOVE. Et ce qui est marquant, c'est quand on regarde le graphique, eh ben, on voit que la volatilité des taux d'intérêt n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure que les banques centrales ont resserré leur politique monétaire depuis l'an dernier. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des années de liquidités abondantes depuis la grande crise financière qui n'ont fait que comprimer la volatilité pendant plus de 10 ans. Mais une fois que la liquidité se retire, et logiquement, la volatilité revient. Et après l'an dernier, sur les marchés obligataires, on se disait que voilà, le pire de ce qu'on avait vu en termes de volatilité était derrière nous jusqu'au mois de mars. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de mars, alors que les banquiers centraux étaient en train de resserrer leur injection de liquidité, face à la crise bancaire, ils ont dû injecter en urgence de la liquidité dans le système pour garantir l'intégrité des dépôts et éviter une contagion massive. Ce qui fait que la Réserve fédérale a compensé en une semaine 6 mois de resserrement quantitatif à vitesse maximale. Et dans ce contexte, ce qui s'est passé, c'est que ça a eu un impact direct sur les marchés obligataires, avec une exacerbation de la volatilité et donc des mouvements quotidiens et intrajournaliers qui ont été historiques. Et on voit que la volatilité de l'indice MOVE a été comparable à celle de la grande crise financière. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde par rapport à la volatilité des taux d'intérêt, la volatilité sur les marchés actions, elle n'a que très peu bougé au mois de mars. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les marchés actions ont été très, très rapidement rassurés par le fait que, les faillites bancaires allaient être circonscrites à quelques institutions et ils ont plutôt eu tendance à se concentrer sur les bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, c'est qu'on a une forte détente des taux d'intérêt, on a une inflation qui est quand même globalement en train de baisser, on a une croissance qui pour l'instant se maintient et donc on a, un peu, un horizon dégagé pour les actions. Ce qui fait que la volatilité action n'a pas du tout monté dans les mêmes proportions et même à peine bougé, que, la volatilité des taux d'intérêt. Donc on a vraiment une crise depuis un an qui se concentre sur les taux d'intérêt, et beaucoup moins sur les actions.
Et ça, c'est une configuration inédite, hein, c'est ça? Oui, à ce point-là, c'est vraiment inédit et quand on se dit que sur les obligations, on a vu une volatilité, similaire à la grande crise, et surtout sur les taux courts, hein, ça s'est passé énormément sur des taux aussi courts que du 2 ans, notamment américains. C'est vraiment une configuration, inédite pour les gérants obligataires. Alors, passons à présent à ta vue microéconomique et notamment sur le secteur bancaire. Oui, je pouvais clairement pas faire l'impasse sur ce qui s'est passé, sur le secteur bancaire, au mois de mars. Alors si on refait un petit peu ensemble l'histoire de ce qui s'est passé au mois de mars. Tout a commencé mi-mars, avec, la Silicon Valley Bank, une banque que personne n'avait jamais entendu parler, parce que c'est la 16e banque américaine qui est spécialisée dans le financement des startups. SVB, comme on l'appelle, a fait faillite et ce qui a déclenché immédiatement un risque, enfin une crainte de risque de contagion. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que les raisons de la faillite de SVB, elles sont simplement liées à des mauvaises décisions de gestion de la part de la banque. Ce qui s'est passé, c'est que les dépôts de cette banque, comme ils étaient liés à des startups, notamment dans la tech, ont explosé au cours des dernières années. Et ce que cette banque a fait, c'est qu'elle a investi ses liquidités massivement dans des bons du trésor américain, notamment sur des maturités longues, sans se protéger contre le risque de remontée des taux d'intérêt. Et ce qui s'est passé, c'est comme l'année dernière, on a eu une remontée des taux d'intérêt qui a été record, et ben ça a entraîné des pertes records pour la banque SVB. Donc ce qui s'est passé, c'est que les autorités américaines ont réagi extrêmement vite, hein, on avait rarement vu, une réaction aussi rapide. Elles ont garanti les dépôts dans leur intégralité et elles ont injecté des liquidités dans le système avec des conditions extrêmement avantageuses pour soutenir les banques au global. Ce qui fait que, c'était le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, la réserve fédérale a compensé en une semaine 6 mois de resserrement quantitatif à vitesse maximale. Après les banques américaines, on a eu Crédit Suisse, où là encore, les autorités suisses n'ont à peine laissé le temps au marché de s'inquiéter, et elles sont tout de suite venues à la rescousse en proposant le rachat, de la banque par UBS. Donc conséquence, on a eu une crise bancaire qui a été circonscrite de manière extrêmement rapide. Et aujourd'hui, si on regarde, les sorties de capitaux des petites banques américaines se sont arrêtées. Et c'était la grande crainte, hein, qui est une des sorties de capitaux massives, mais non, ça s'est arrêté, ce qui signale la fin d'une crise de liquidité bancaire, en tout cas pour le moment. Donc ça a été une crise vraiment éclair. Mais ça va pas être sans conséquences, on s'en doute. Ce qui est certain, c'est que ce qu'on voit, c'est que la hausse des taux successifs de la part des banques centrales, que le resserrement monétaire sont extrêmement néfastes pour la rentabilité des banques. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, bah voilà, les conditions, c'est ce qu'on parle de transmission de la politique monétaire, les conditions de prêt des banques sont en train de se resserrer. Et cette tendance va s'accélérer. Parce que cette crise du secteur bancaire, ça va entraîner des restructurations majeures au sein notamment des banques régionales américaines. Et donc, qui dit restructuration, dit resserrement important des conditions de prêt, ce qui va provoquer un resserrement des octrois de prêt aux États-Unis et dans une moindre mesure en Europe. Et donc, bah, les ménages et les entreprises vont épargner davantage, dépenser moins, ce qui va peser sur la croissance américaine. Et donc, ce qui nous conforte, on en a déjà parlé ensemble, dans un scénario d'une récession américaine qui arriverait dès le deuxième semestre, avec une possibilité d'une récession forte qui continue d'augmenter avec cette crise bancaire. Mais Donc si la on fin de regarde maintenant les performances peut-être juste bancaires, parce que c'est ça qui est intéressant sur ce graphique, hein, c'est l'écart de performance entre l'Europe et les États-Unis. On voit que les banques européennes, depuis un an, s'en sortent extrêmement bien par rapport aux banques américaines. Alors oui, bien évidemment, la crise était vraiment plutôt localisée aux États-Unis qu'en Europe, mais c'est aussi le fruit du fait que bah, les banques européennes sont beaucoup plus résilientes que les banques américaines. Depuis des années, elles ont eu une réglementation qui a été extrêmement stricte. Elles sont bien mieux capitalisées, elles ont des provisions de liquidité qui sont bien plus importantes et donc on a un système bancaire en Europe qui est beaucoup plus robuste que celui aux États-Unis. Heu mais ça a eu un effet, revers de la médaille, c'est quand on regarde par exemple les valorisations des banques européennes par rapport aux valorisations des banques américaines, en
en fait, les banques américaines étaient beaucoup plus chèrement valorisées que les banques européennes. Parce que 10 ans de réglementation sur les banques européennes ont eu un impact long terme sur une baisse de la profitabilité des banques européennes. Et donc, sur les 10 dernières années, et si on met ce graphique sur beaucoup plus long terme, en fait, les banques européennes ont eu tendance à sous-performer du fait du poids de la réglementation. Donc, c'est une bonne nouvelle sur un an. On voit que finalement, bah, c'est pas si mal de faire de la réglementation, même si sur, le long terme, ça a un peu ça a un peu desservi les actionnaires. Et plus globalement, ce graphique sur un an est aussi le reflet, et je crois que c'est William qui en avait parlé le mois dernier, de la surperformance européenne par rapport à la surperformance américaine, et donc c'est plus un reflet aussi global de comportement de marché. Absolument, depuis le début de l'année. Donc la fin de l'argent facile alors du coup, donc pour le coup et donc des conséquences sur la macroéconomie. Ton message du mois, il est le suivant, il est: «La diversification reste le fil directeur pour les investisseurs en 2023». Oui, parce qu'on le voit encore, ce trimestre, comme je le disais en introduction, a été extrêmement agité. Mais il y a eu une bonne nouvelle, c'est que si ça a été très agité, si ces marchés ont été extrêmement volatiles, la bonne nouvelle, c'est que la corrélation négative entre le prix des actions et des obligations s'est rétablie au cours du trimestre. On en avait parlé, je crois, au mois de novembre, j'ai regardé dans l'historique ensemble, du fait que l'année dernière, il y avait eu, une corrélation positive qui avait complètement déboussolé, bah, voilà, tous les gérants et toutes les règles de diversification de base. Mais c'est enfin revenu, dans le bon sens avec, heu, en fait, le rôle des obligations qui sert à amortir dès qu'il y a une crainte sur les actions. Et ça, c'est important parce qu'on retrouve enfin les vertus de la diversification. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, après une période où plusieurs années où les marchés ont été largement administrés par les banques centrales, puis une année d'ajustement qui a vu la fin complète du soutien, des banques centrales, aujourd'hui, ce qu'on perçoit, c'est que les fondamentaux économiques reprennent le dessus. Et donc on a un environnement actuel qui se prête particulièrement à la construction d'un portefeuille diversifié, qui combine d'un côté des moteurs de performance, parce que c'est ça qui est important, avec des investissements très sélectifs en matière d'actions et de crédit, mais en même temps des moteurs qui servent à diversifier son portefeuille, avec notamment des obligations américaines et allemandes pour jouer ce rôle en fait de gestion des risques. Donc pour nous, c'est vraiment ce premier trimestre a été encore une fois un rappel à l'ordre que la diversification est clé et que l'année dernière n'était qu'une exception dans la règle éternelle de la diversification. Donc le matelas de sécurité, joue de nouveau éventuellement Voilà. d'accord, c'est son rôle pour le coup. Alors concernant les idées d'investissement, tu as décidé pour ce mois-ci de faire un focus sur Carmignac Portfolio Patrimoine Europe. Alors, on a dessus, dans un premier temps, donc les caractéristiques de ce fonds en termes de rating, en termes de risque et en termes de dimension extra-financière. Donc un fonds labellisé notamment donc ISR, et tu as voulu notamment revenir sur la construction du portefeuille. Exactement. Bah, en fait, pour illustrer qu'est-ce que veut dire ce besoin de diversification, et c'est là où je trouve, Carmignac Patrimoine Europe extrêmement intéressant parce qu'il fournit à nos clients, cette diversification. Ce qu'on va avoir, c'est que d'abord, on va avoir un portefeuille actions, qui se concentre sur des actions européennes, mais avec un objectif vraiment d'avoir des entreprises qu'on va appeler de qualité et donc qui vont être capables de résister dans un contexte de ralentissement macroéconomique. Je le disais, on risque enfin, il y a de fortes probabilités qu'on ait une récession aux États-Unis à partir du deuxième semestre. En Europe, si on ne voit pas de récession tout de suite dès 2022, on va avoir une croissance qui va être atone et donc il va falloir trouver des entreprises qui sont capables de résister dans cet environnement-là, des entreprises qui ont des fondamentaux solides, qui vont pouvoir faire face à la baisse de leurs perspectives de bénéfices, et qui sont peu cycliques. Donc on va retrouver, évidemment des secteurs comme la santé, comme la technologie, qui vont avoir une bonne place au sein du portefeuille. Mais qui dit diversification, et j'en parlais tout à l'heure, on va laisser une place de choix aux, emprunts d'État au sein de notre portefeuille. Hem, on est prudent sur la partie plutôt ce qu'on appelle courte de la courbe au niveau des emprunts d'État européens parce que comme je le disais, la Banque centrale européenne risque devrait continuer, d'augmenter les taux pour au moins 2 réunions, si ce n'est 3.
Mais par contre, sur la partie longue de la courbe, donc plutôt sur, des emprunts d'État à 10 ans, à 30 ans, ça va être extrêmement intéressant parce que d'abord, on va avoir ce rôle d'actif refuge, mais aussi là, quand on regarde les marchés obligataires qui sont toujours un peu plus techniques, hein, mais la partie courte de la courbe obligataire, donc les emprunts courts à 2 ans, ont tendance à refléter la politique de la banque centrale. Alors que la partie longue reflète la macroéconomie. Et comme on va avoir un ralentissement de la croissance et voire une récession, on va avoir des rendements sur la partie long terme qui vont avoir tendance à s'écraser et donc qui jouent un rôle de stabilisateur au sein de notre portefeuille. Et avec cette crise, enfin la crise de l'année dernière plus celle qu'on a eue au mois de mars, il y a eu une opportunité absolument énorme qui s'est présentée pour nous en tant qu'investisseurs, c'est sur le marché du crédit, des emprunts d'entreprise. Le stress qu'il y a eu autour du secteur bancaire a entraîné un écartement massif, ce qu'on a enfin des primes de risque, et notamment sur les financières. Et donc quand on a, une stratégie opportunistique, quand on a des connaissances sur le crédit, ça nous permet d'aller choisir de manière extrêmement sélective, des émetteurs qui offrent des rendements extrêmement intéressants et un risque de défaut extrêmement limité grâce à des fondamentaux solides et souvent sous-estimés par le marché, et donc d'offrir des perspectives de rendement pour les prochaines années extrêmement intéressantes pour un fonds diversifié comme Patrimoine Europe. Et bien évidemment, il ne faut pas qu'on oublie de gérer le risque, et le risque est là. On a eu des décennies enfin une décennie de politique monétaire extrêmement accommodante. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des fissures qui apparaissent dans le système. Les premières fissures sont apparues, en Angleterre avec les fonds de pension anglais. Ensuite, on a eu, les fissures, aux États-Unis avec les banques régionales. D'autres fissures vont apparaître. C'est automatique lorsqu'on a un retrait des liquidités. Et donc pour gérer ce risque, de futures fissures qui vont apparaître, qu'est-ce qu'on fait? On gère activement le taux d'exposition aux actions et pareil, on utilise, notre stabilisateur, des emprunts d'État, pour gérer cette construction de portefeuille global. Alors, effectivement, donc, Carmignac Portfolio, donc, Europe, Patrimoine Europe, je vais vous montrer rapidement, en fait, sa fiche valeur, sur le site, justement, donc des e-bourses, qui vous donnera, du coup, des informations complémentaires, concernant le fonds. Donc, éventuellement, n'hésite pas à commenter Axel. Donc là, normalement, vous voyez justement donc, le fonds avec sa fiche valeur, donc un fonds 5 étoiles, Morningstar pour le coup. Et vous voyez ici une information assez intéressante, à savoir donc les principales positions du portefeuille pour le coup. Donc voilà, donc là vous voyez justement donc des éléments concernant en fait notamment l'exposition du fonds, donc en matière de durabilité, ses éléments de performance, sa répartition géographique ou encore sa répartition sectorielle. Donc voilà pour ce fonds. Maintenant passons aux questions. On en a, elles sont nombreuses, justement donc ces questions. Alors, on va commencer par les premières. Tout d'abord, celle de Jérôme qui nous dit comment est-ce que vous voyez le marché une fois que les dividendes auront été payés, Axel? Alors, enfin, plus globalement, au-delà du paiement des dividendes, ce qu'il faut regarder sur le marché actions, et je crois qu'il y a une autre question qui fait, un peu écho et qu'on peut traiter en même temps sur, oui, on voit une récession, donc est-ce qu'il faudrait pas fuir les actions? Et ça, c'est une très, très bonne question, parce que quand en général on a baisse de croissance, ça fait peur sur les actions. Sur les marchés actions, au-delà d'avoir une vue directionnelle de marché haussier ou baissier, parce qu'on s'attend ce qu'on s'attend pour l'année, c'est encore beaucoup de bruit et donc plutôt des mouvements qui vont continuer à être, assez violents. On va regarder qu'est-ce qu'on peut acheter au sein des marchés actions et qu'est-ce qui peut nous offrir de la résilience. Hem, qui dit récession, Heu, il va falloir d'abord, ce que je disais sur Patrimoine Europe, sélectionner plutôt des entreprises qui sont faiblement cycliques, qui ont une capacité à générer des bénéfices quel que soit l'environnement macroéconomique, grâce à une marque forte, grâce à une innovation technologique, toutes ces choses-là. Donc on va plutôt choisir ce genre d'actions-là, et c'est typiquement le genre d'actions qui ont énormément souffert l'année dernière parce que c'est des actions qui se payent plus cher que la moyenne parce qu'elles sont capables d'offrir ce petit surplus de croissance par rapport au reste du marché. Et quand ça se paye plus cher et qu'on a une hausse des taux d'intérêt, et ben en fait, les investisseurs revoient leur valorisation. Et donc, c'est ce qui a entraîné la forte correction de ces valeurs à forte valorisation l'an dernier. Mais maintenant qu'on a
des taux d'intérêt qui vont plutôt avoir tendance à baisser, on a moins de pression sur les valorisations et donc ça va permettre vraiment à toutes ces actions, à forte visibilité, bah, de dégager, enfin tout leur potentiel, que ce soit dans un environnement de récession, mais aussi dans un environnement de baisse des taux. Donc pas de vue vraiment directionnelle sur les marchés actions, mais il va falloir être encore plus sélectif et plutôt sortir des cycliques, ce qu'on appelle value, qui ont très, très bien marché sur l'année dernière et plutôt revenir sur les valeurs de croissance, celles qui ont été gagnantes des 10 dernières années, mais qui devraient être, heu, davantage gagnantes dans un environnement de ralentissement économique. C'est vrai aussi en termes de géographie et ça, c'est important, à prendre en compte. On en a parlé plusieurs fois. Hem, il y a aujourd'hui une désynchronisation de la croissance mondiale qui offre énormément d'opportunités. Je le disais, aux États-Unis, récession au deuxième semestre, c'est notre scénario. En Europe, on a actuellement une récession technique, ce qu'on appelle les 2 trimestres négatifs de croissance en Allemagne. On avait le dernier trimestre et on devrait avoir le premier trimestre qui était négatif. Et donc, on a une récession technique qui devrait être suivie par un rebond. Ce rebond va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible qu'attendu. Mais pas à co enfin, il va être plus on a un rebond parce qu'en fait, on a, l'inflation qui commence à baisser, la pression sur les prix de l'énergie qui baisse et donc qui va permettre ce rebond de la croissance, mais un rebond moins fort qu'attendu parce qu'on a la Banque centrale européenne qui resserre sa politique monétaire, qui resserre ses conditions de crédit et donc qui pèse sur la croissance. Ce rebond de la croissance devrait, nous permettre à l'Europe de vivoter et d'avoir des chiffres positifs sur 2023, mais on devrait être rattrapé, dès 2024 par l'impact global de la politique monétaire. Et en parallèle, on a la Chine. La Chine qui, elle, bah, affiche, une croissance qui est plutôt en expansion, qui a souffert avec toutes ces années covid et qui maintenant rebondit et donc qui offre un potentiel de croissance, intéressant en tant qu'investisseur. Alors je vois qu'il y a aussi eu, hein, des questions La sur la Chine, ouais, Chine et parce que notamment comme sur je la disais, volatilité, ouais, et la la question c'était sur la volatilité stabilisation, ouais. est absolument dingue et on a du mal aujourd'hui justement à voir ce différentiel de croissance, chinois, dans les cours de bourse. Le marché chinois reste un marché extrêmement volatile. On a eu un tel rebond sur la fin de l'année dernière et le début de l'année que, bah, il y a eu des prises de bénéfices automatiques, hein, et donc une très forte correction. On a eu un retour aussi de la géopolitique sur la scène mondiale. Ça avait été quelque chose après novembre, et la rencontre entre, Joe Biden, et Xi Jinping au cours du G20, qui avait un petit peu, voilà, les craintes géopolitiques s'étaient un petit peu atténuées, et elles sont reparties, à fond au mois de février et donc ça a créé de la volatilité sur les marchés, actions chinois. Mais là, le marché action chinois est quelque chose à traiter, plutôt à part dans le sens qu'il faut regarder vraiment sur plusieurs mois, et si on commence à essayer de lire la volatilité, hebdomadaire de ce marché, on devient un petit peu fou. Entendu. Peut-être une question sur, les prix de l'énergie. Donc on a vu effectivement là aussi, une forte envolée, liée, notamment au pétrole. Est-ce que vous avez une vue centrale ou pas, en fait, justement à ce sujet? Alors sur l'énergie, il y a eu effectivement ce week-end, l'OPEP qui a annoncé, des fortes, coupes dans leur production, ce qui a entraîné un rebond fort des prix du pétrole, après un 6 mois qui ont été, plutôt, très baissiers sur les prix du pétrole. Hem, notre vue est que, en fait, sur les prix du pé enfin sur le secteur énergétique au global, on est assez positif. Assez positif parce que ça se regarde toujours avec l'équilibre offre-demande. Si on regarde la demande, oui, on va avoir une récession américaine, on a une croissance européenne qui est un peu morose, mais on a la réouverture de la Chine. La Chine va se remettre à produire, la Chine est une très, très enfin, la première consommatrice de pétrole dans le monde et donc elle va alimenter la demande. Et en parallèle, en termes d'offres, ce qu'on voit, c'est que l'offre est extrêmement contrainte. Contrainte par l'OPEP, mais contrainte aussi par le manque d'investissement dans les infrastructures pétrolières pendant plus de 10 ans. Ce qui s'est passé, c'est que sur les 10 dernières années, il y a eu très très peu d'investissement dans les infrastructures pétrolières. Et donc aujourd'hui, en termes de productivité, on a eu une forte baisse de la productivité. Et donc, on a une offre de pétrole qui est extrêmement contrainte par rapport à une demande qui, elle, reste au minimum stable, voire va augmenter. Donc ce déséquilibre entre l'offre et la demande de pétrole fait que on pense que ça va être plutôt favorable au prix du pétrole et aux entreprises énergétiques dans leur ensemble.
Entendu, Axel. Peut-être un dernier mot, un tout dernier sur, éventuellement Carmignac Patrimoine. C'est une question de Philippe qui dit, comment éventuellement est-ce qu'on peut expliquer, le récent, track record, justement de Carmignac Patrimoine? Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Oui, alors, Carmignac Patrimoine et pour ceux qui seraient un petit peu moins familiers avec, le produit, c'est l'équivalent de Patrimoine Europe que je viens de présenter, mais au niveau monde. Donc, on investit dans des actions et des obligations, du monde entier. Donc on a une composante, émergente qui est importante dans ce produit-là. Et donc ça apporte encore plus de diversification que par rapport au Patrimoine Europe, mais avec aussi, d'autres risques qu'on peut ajouter par rapport à celui de l'Europe. Carmignac Patrimoine, depuis le début de l'année, a une performance autour de 0. Je crois qu'on était à 0, plus 0,40 hier, pour être précis. C'est une performance qui est, légèrement en deçà des indices, boursiers depuis le début de l'année pour la simple et bonne raison que Carmignac Patrimoine, comme d'ailleurs Patrimoine Europe, a gardé un positionnement plutôt prudent. Ce qu'on a voulu pour nos clients, c'est vraiment, limiter la volatilité des marchés dont on a parlé. Et donc on a gardé une exposition aux actions qui a été plutôt modérée. On a, regardé quand on regarde la composition, détaillée du portefeuille actions, on n'était pas très, très présent sur les actions à très, très forte, pardon, valorisation, celles qui, ne gagnent pas d'argent, pour rester plutôt sur des entreprises avec des fondamentaux solides, de qualité, mais qui ont eu tendance à un petit peu moins performer depuis le début de l'année. Par contre, c'est un fonds qui a permis de bénéficier, enfin de surfer sur la vague de volatilité au niveau des obligations, parce que, le fonds a pu, générer de l'argent sur sa gestion de ce qu'on appelle la duration, et donc sur sa gestion des taux d'intérêt. Voilà, donc un profil de performance neutre depuis le début de l'année, avec un objectif, voilà, d'essayer de préserver au maximum nos clients de l'environnement de volatilité, complètement fou que j'ai décrit tout à l'heure. Donc capter la performance et limiter au maximum les drawdowns justement donc Exact. qui peuvent exister. C'est entendu Axel. Merci énormément. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci énormément Axel, vraiment pour, Avec tout. grand plaisir. Pour ton éclairage et pour tes éléments de réponse. C'était donc Axel Pinon, donc spécialiste de produits chez Carmignac. Merci à vous les participants justement. Donc merci pour vos questions, merci pour votre présence. Et puis donc nous vous disons au mois prochain Au pour un mois nouveau prochain. point de comment marcher avec Carmignac. Merci Merci énormément. Imen, merci à tout le monde, très Bonne bonne fin de journée. semaine. Au revoir. Au Au revoir revoir. tout le monde. Au revoir.